comme on vous l'a déjà expliqué, on retrouve l'invité d'honneur du festival Sous l'écran La Page. Il va nous dire d'ailleurs ce que ça fait d'être invité d'honneur. Alors, on vous présente sur le côté littéraire, parce que là on va parler cinéma. Vous avez écrit une quinzaine de romans, plusieurs nouvelles. Vous êtes Non, pris... je vous reprends parce que Dites-moi. je suis à peu près à 35 bouquins. Donc, mais je parlais en termes de romans. Oh, il y en a pas mal. Ouais. Plus, d'accord. Bon, bah oui, je sais plus, je les compte pas, mais... J'en ai encore en retard, excusez-moi. Non, mais c'est pas un problème. Vous avez eu le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens, vous êtes même membre de l'Académie Goncourt. Et à un moment donné, vous passez derrière la caméra. Alors, vous allez nous expliquer, parce que j'ai appris que vous avez été cinéphile, que vous avez beaucoup été dans les ciné-clubs, etc. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon ben voilà, je vais réaliser mon propre film. Bonjour Philippe Claudel, pardon. Bonjour. Écoutez, alors dans l'ordre ou dans le désordre, je commencerai par votre première remarque, invité d'honneur. C'est un honneur justement, sans jouer sur les mots. C'est-à-dire que, alors je suis invité dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, parce que j'ai la chance que mes livres, mes films voyagent un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est toujours touchant que des personnes, quelque part, pensent à vous et vous invitent dans une manifestation voulant que vous leur parliez de vos livres, de vos films, du cinéma en général ou de la littérature. Et quand ça vient d'une petite bande de passionnés que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître maintenant à Charlieu, dans une ville que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, et quand je vois que l'énergie qui se manifeste justement autour de ces 3 jours de cinéma et de littérature, ça incite vraiment à continuer l'aventure pour eux, pour moi, pour tout le monde. Après, votre question sur comment un jour a-t-on envie de devenir cinéaste, moi j'ai eu envie à 8-9 ans à peu près. C'est-à-dire que à partir du moment où j'allais au cinéma tous les dimanches et où j'ai vu un film qui m'a révélé que quelqu'un faisait ce film, un film qui m'a soudain ouvert les yeux, c'était il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone, et soudain avec ce film j'ai compris que quelqu'un avait pensé faire ce type de plan, ce mouvement de caméra, de rajouter de la musique, d'utiliser le silence ou pas, etc. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux recomposer le monde comme il l'a fait. Et donc je me suis fabriqué une caméra en papier. J'ai commencé à filmer les copains, à écrire des scènes. Caméra en papier, évidemment sans pellicule. Oui, bien fait. Mais pour faire ce geste-là. Et ensuite, j'ai attendu l'université pour faire des études de littérature et de cinéma. Et donc commencé vers 19 ans à faire beaucoup de courts-métrages que je faisais moi-même ou dans lesquels je tournais ou qu'on montait. On était toute une bande de passionnés. Et donc tout cela pour dire que c'est pas un jour où je me dis tiens, je vais faire un film, non, c'est simplement la continuation logique d'un travail long à la fois de cinéphilie, parce que quelques années plus tôt j'étais à votre place, dans les années 81, j'avais créé des radios libres avec les copains et je m'occupais des émissions de cinéma, j'allais faire des reportages sur les plateaux, je rencontrais des acteurs. Donc c'est un milieu que j'ai toujours fréquenté et dans lequel j'ai toujours travaillé. Je me souviens avoir travaillé en 83 avec Jean-Jacques Benex, où je l'aidais à constituer des dossiers de presse avant le festival de Cannes, autour de la Lune dans le caniveau, parce qu'il sentait que ça allait très mal se passer. Donc il m'avait demandé de fouiller dans les archives comme ça des journaux pour montrer combien parfois les critiques se trompent et avaient descendu en flammes des films qui étaient devenus grands, etc. Donc voilà, pour l'anecdote, j'ai touché à pas mal de domaines dans le cinéma. Et puis un jour, je me suis senti prêt après avoir été scénariste ou co-scénariste longtemps, à prendre en charge mon premier long métrage. Et ça a été donc Il y a longtemps que je t'aime, en tournage en 2007. Donc ça veut dire que, genre, vous allez nous dire combien de temps d'ailleurs vous avez mis pour l'écrire, mais disons qu'en 2005-2006, vous mettez à écrire tout de suite en sachant que c'était un scénario et que cette fois-ci c'était pas un roman. Ah, mais de toute façon, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que je n'ai jamais hésité entre roman et scénario. Quand j'écris un roman, c'est un roman. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'adapte jamais les romans que je fais. J'écris pour l'image, parce que je pense en termes d'image. Donc j'ai un cerveau qui est divisé en deux. Parfois il pense roman, parfois il pense cinéma, mais c'est des modes de pensée et d'approche complètement différents. Alors, plus précisément sur la genèse de ce premier film, long métrage Il y a longtemps que je t'aime, ce qui s'est passé dans ces années, disons 2000, 2001, de 2000 à 2005, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec un producteur qui me commandait des scénarios, soit des adaptations de romans d'ailleurs, soit des scénarios originaux, que la plupart du temps il n'arrivait jamais à monter, parce qu'il essayait de travailler à l'américaine, c'est-à-dire de demander à des scénaristes, et ensuite de proposer les scénarios à des metteurs en scène. Sauf qu'en France, depuis la nouvelle vague, on est dans le règne du metteur en scène, qui est au centre de tout,
Et donc il est très très difficile, un peu moins maintenant, mais ça n'a quand même pas beaucoup changé, de proposer des scénarios clés en main à un metteur en scène qui serait un simple technicien qui les exécuterait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce producteur, qui était devenu un ami, qui est toujours un ami, qui me payait pour ça, il n'y avait pas de vol, j'étais même très correctement payé, mais je lui ai dit, écoute, on arrête parce que moi, tu me payes bien, c'est très gentil, mais j'ai l'impression en même temps de me vider d'une substance créatrice qui n'est au service de rien. Donc, arrêtons. Et je lui ai dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon premier long métrage pour moi. J'ai une idée, j'ai un désir, et voilà. Et c'est comme ça que le scénario d'il y a longtemps s'est créé. Moi, ce que je trouve justement dans votre cinéma, alors ça va aussi dans ce que vous venez de nous dire de penser en termes d'image et de son, c'est justement parce que je trouve que les sons sont très importants. Je dis bien les sons et pas le son, parce que il y a la musique, mais qui est jamais omniprésente, sauf quand elle doit l'être. Mais on va retrouver toujours des sons qui sont hors champ, des chiens, des églises, des bruits de voiture. En fait, moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans vos films, c'est cet univers que vous créez aussi hors champ. Donc il y a les personnages et il y a tout ce qui est dehors. Et ça, c'est quelque chose aussi, voilà, c'est votre manière de penser le cinéma. Et moi, je le pense comme un art total. C'est quelque chose, le cinéma, qui permet d'explorer toutes les formes d'expression. Alors, les plus évidentes, c'est effectivement l'image et le jeu. C'est-à-dire qu'on voit à l'écran un décor et un comédien, et on voit dans ce décor un comédien jouer. Mais si on s'arrête à ça, on est dans un cinéma assez pauvre finalement. Et l'expression du sens, elle peut passer par évidemment la lumière, évidemment le cadre choisi, ce qu'on appelle les valeurs de plan aussi, la focale qu'on va utiliser, le format. Moi, je réfléchis beaucoup au format que j'utilise dans mes films. Elle passe par le vêtement, comme je l'ai expliqué ces jours-ci au public, le choix du détail, dans un bibelot, un bouquet de fleurs posé dans un décor, même s'il est en arrière-plan, la couleur des murs, les meubles utilisés, enfin, rien n'est laissé au hasard, en tout cas dans ce que je fais. Et un élément fondamental, et qui est un peu le parent pauvre quand même dans bien des films, et je suis très heureux que vous l'ayez noté, le travail sur le son. Oui. Le travail sur le son qui est d'une richesse prodigieuse. Moi, j'ai eu la chance de faire les 4 films là, que j'ai fait pour l'instant avec Pierre Lenoir, qui est un très grand ingénieur du son français, qui était avec Pierre Gamet, voilà, les deux Pierres, ils étaient de la même génération, Pierre Gamet est mort il y a quelques années, que je connaissais bien aussi, 2 très grands ingé-sons. Pierre Lenoir a travaillé longtemps avec Sautet, enfin, des gens comme Corneau, etc. C'est un très fin technicien et homme vraiment compétent. Et avec Pierre, on discute énormément du son avant le tournage, pendant le tournage évidemment, après le tournage, parce que toutes ces phases de post-production sont généralement ignorées par le public, mais ce travail à la fois d'étalonnage de l'image, donc ce qu'on appelle l'étalonnage, l'harmonisation des contrastes, des couleurs, le travail de mixage, le montage son avant le mixage, puisque les gens ignorent qu'il y a... Enfin, ils savent qu'on monte l'image, mais ils savent rarement qu'on monte le son aussi. Donc on monte le son et on l'agrémente, on l'enrichit, on le nourrit, on a le son en prise directe, mais on peut aussi rajouter quantité de choses qui feuilletent le son et lui donnent du sens. Et puis après, il y a le mixage qui équilibre tout ça. Et puis surtout maintenant aussi dans les salles de cinéma, où le son peut provenir de devant à droite, de devant à gauche, du centre, d'au-dessus, de derrière, etc. On décide en salle de mixage de comment on va répartir le son. Donc c'est un travail passionnant, d'une grande précision, et qui permet aussi d'immerger le spectateur dans un univers a priori imperceptible parce que les gens n'y font pas attention, mais qui participe énormément à ce qui se crée dans la projection cinématographique. Exact. Et je pense que aujourd'hui, ça y est, on commence à mettre un petit peu en valeur les directeurs de la photo, mais effectivement, comme vous le dites, les ingé-sons, on n'en parle pas du tout, et c'est bien dommage parce que le travail, et puis même le lien qui se crée entre un réalisateur et un ingé-son est très important, moi je trouve, parce que souvent l'ingé-son est quelqu'un qui est un petit peu à côté sur un tournage, parce que voilà, c'est le seul à avoir un casque, déjà c'est le seul à tout entendre, donc c'est quelque chose, donc il sait plein de choses, mais voilà, c'est un rôle un petit peu à part, et c'est vrai que nous on essaye d'avoir régulièrement des techniciens au micro pour expliquer le métier. Ça fait 3 ans qu'on essaye de faire ça, que ce soit des personnes très expérimentées comme des jeunes aussi qui démarrent sur des courts-métrages et qui nous expliquent les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence entre
par exemple sur des courts-métrages, c'est le son. Parce que on s'en rend compte tout de suite. En fait, ça fait professionnel ou pas, quoi, finalement. Oui, il y a des métiers passionnants que les gens ignorent. Alors, bon, on parle de l'ingénieur du son, son collaborateur le plus proche, c'est l'assistant, c'est le perchman. Ouais. Travail de perchman. Alors, c'est souvent des équipes. Hein, Oui, complètement. par exemple, Pierre Lenoir a vécu, j'allais dire professionnellement, avec quelqu'un qui a fait deux de mes films, qui malheureusement arrêté parce qu'il a eu des problèmes de vision et il ne pouvait plus travailler, qui est Denis Carquin. Et c'était rigolo de les voir travailler. C'était un vieux couple, parfois qui s'engueulait. Mais Denis, qui était un perchman exemplaire, c'était un travail fabuleux. C'est-à-dire que quand vous avez une perche de 3 à 4 mètres et que vous devez poser le micro juste à la bonne distance de la bouche du comédien, tout en ayant le sens du cadre pour que le micro ne rentre pas dans le cadre alors que vous n'avez aucun moniteur de contrôle, ça c'est un travail extraordinaire à regarder dans les grands perchemans comme ça. Et physiquement très impressionnant aussi. Et physiquement très impressionnant, très fatigant. Oui. De la même façon que le travail de cadreur peut être très fatigant aussi, notamment sur un film comme le dernier que j'ai fait, Une enfance, où là j'avais interdit, c'était dans le cahier des charges, à mon chef opérateur d'utiliser tout instrument que ce soit, c'est-à-dire pas de rail de travelling, pas de dolly. La dolly c'est un petit chariot assez lourd sur lequel on pose la caméra et qui permet de faire des mouvements de travelling sans poser des rails, pas de grue, rien du tout, une caméra épaule, mais non très sautante puisqu'on avait utilisé un système qui s'appelle l'Easy Rig, où le cadreur endosse une sorte de corset. Derrière ce corset, dans le dos, il y a une armature métallique en forme d'arceau qui vient au-dessus de sa tête, et de cette armature pend un fil qui est sur une poulie qui amortit le mouvement. Donc on est à mi-chemin, si vous voulez, entre la caméra à épaule et le Steadicam. Steadicam qui a un mouvement que je trouve, moi, trop coulé, trop fluide, trop télévisuel, puisqu'il a été beaucoup utilisé à la télévision, ou alors, depuis que Terrence Malick est devenu à la mode, on voit beaucoup de ce que ça peut donner quand c'est très bien utilisé, parce que c'est un grand metteur en scène, mais j'aime pas trop ce mouvement-là, en tout cas je ne voulais pas pour ce film-là. Donc ce qui fait que mon chef opérateur, qui était aussi mon directeur photo, Denis Lenoir, a dû se taper, si je puis dire, la caméra pendant tout le tournage, épaule, même si elle est un peu suspendue à cette easy rig, c'est un travail très physique. Ah oui, complètement. Alors, c'est très bien, Philippe Claudel, parce que on voit le prof de fac, nous on passe notre temps à réexpliquer les termes pour nos auditeurs, donc là c'est très très bien, vous nous faites tout le travail. Tiens, justement, comment vous enseignez, et d'ailleurs qu'est-ce que vous enseignez à l'Université de Lorraine? Je crois que c'est autour du scénario, et comment ça se passe, même pour vous, en termes de créateurs, parce que on enseigne, mais vous êtes en train de créer et des films et des romans. Voilà. Comment vous arrivez à conjuguer ça et ce que vous dites à vos étudiants? Voilà, quand j'ai fait mes études, donc je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait des études de littérature et de cinéma. Le cinéma, à l'époque, c'était très embryonnaire dans l'université de Nancy, qui ne s'appelait pas encore l'université de Lorraine. C'était une bande de passionnés qui avait décidé de créer un département cinéma. Et on était 10, 15, 20 jeunes à manipuler les caméras, les bancs de montage. On était encore au Super 8 ou au 16, on collait. Enfin, c'était, oui, bien sûr, et c'était fascinant. Et on bouffait du cinéma à la fois en termes de films à regarder et puis de films à faire. Et tout ce qu'on faisait était bien sûr lamentable, mais on avait ce désir de créer et c'était extraordinaire. Ensuite, après, donc, moi, comme il n'y avait pas de filière vraiment universitaire comment dirais-je, de validation de diplôme, j'ai passé une agrègue de lettres modernes et une thèse de doctorat en littérature française du XXe siècle. Ce qui fait qu'ensuite, je vous passe les détails, mes nombreuses années professionnelles dans le secondaire, mais je suis devenu, j'ai été élu à l'université comme maître de conférence en littérature et anthropologie culturelle, qui est mon domaine majeur. Mais après quelques années, les copains qui s'occupaient de l'institut, qui était devenu un institut de cinéma, m'ont dit mais viens chez nous plutôt que d'enseigner la littérature. On sait que tu aimes faire ça, mais tu es quand même plus dans le cinéma. Ouais. Donc ce que j'ai accepté. Et en leur disant écoutez, je veux bien, et j'ai pas envie d'enseigner l'histoire du cinéma, je préfère, comme on a un master aussi vraiment de production et de mise en scène, etc., travailler avec les étudiants sur le scénario, qui est un domaine où j'ai quelques expériences, quoi. Et la première chose, alors que je dis à mes étudiants, c'est que j'en sais pas plus qu'eux. Parce que, et c'est un peu provocateur, mais pas trop, je suis persuadé qu'on n'enseigne pas la création. On a envie ou pas de créer. Vous avez envie ou pas de faire des romans, vous avez envie ou pas d'être peintre, vous avez envie ou pas de faire de la musique, vous avez envie ou pas de faire du cinéma. Si on n'a pas envie, je leur dis, si vous n'avez pas envie d'écrire un scénario ou de faire du cinéma, je ne peux pas vous donner cette envie. Si par contre vous avez envie, je peux vous faire part de mon expérience, des erreurs que j'ai faites, des erreurs classiques qu'on fait dans l'écriture de scénario,
Mais il n'y a pas de méthode. Ne perdez pas de temps à acheter d'argent, à acheter des livres, comment faire un bon scénario, etc. Ce serait comme s'il existait des livres, comment faire un bon roman. Donc, il y a quelques écueils à éviter, quelques modes de pensée à obtenir, des réflexes. Et le premier d'entre eux, c'est de se dire qu'on utilise une langue dans le scénario qui va disparaître, puisque le cinéma, c'est de l'image essentiellement, du son et de tout ce qu'on a dit, mais ce n'est pas des mots. Donc voilà, je les soumets à beaucoup de travaux pratiques, des petits exercices scénaristiques sur des séquences, des scènes, des mini-courts-métrages qui réalisent ou non, et on travaille, et on est dans un jeu d'aller-retour tel qu'il peut exister finalement entre un scénariste, un metteur en scène et un producteur quand c'est un bon partenaire artistique. Vous lui soumettez un scénario, il fait des remarques, vous retravaillez, on discute, etc. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les étudiants. Et puis, par ailleurs, quand je fais un long métrage, alors c'est le moment un peu cruel, c'est que je réserve toujours 4-5 places de stagiaires conventionnés sur mes tournages. Donc j'ai à choisir parmi, on va dire, 200 étudiants. Et c'est un peu cruel. Alors, et ma fierté, si vous voulez, c'est que depuis 4 longs métrages, donc j'ai dû prendre une vingtaine d'étudiants sur mes tournages, on va dire qu'il y en a maintenant entre 12 et 15 qui sont devenus des professionnels du cinéma. Ah oui. Donc ça, c'est tendre la main et donner sa chance, et puis faire en sorte que on essaye de transmettre ce qu'on sait un petit peu, et c'est quand même un grand plaisir. La charge de travail que peut représenter, vous venez nous dire que vous avez 200 étudiants. Pardon, je vous interromps, elle est assez, elle n'est pas énorme dans la mesure où j'ai toujours conservé un demi-poste d'enseignement. Je fais ça plutôt sous forme de séminaire un peu groupé. Ah oui, d'accord. Là, en plus, c'est un peu, j'en parle presque au passé, parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'étais obligé de me mettre en disponibilité parce que j'avais trop de projets cinéma, romans, etc. et de voyage. Mais chaque année, l'année prochaine, j'espère pouvoir reprendre. Donc, c'est pas une charge, c'est une charge de travail, c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai interrompu depuis 1 an et demi. Mais c'est pas non plus un travail à temps plein tous les jours, 8 heures par jour. Mais une petite parenthèse, il y a des gens qui découvrent l'enseignement avec énormément de plaisir et qui ne veulent pas le lâcher. Je pense à Anneke, par exemple, qui a découvert relativement tard ça et qui, chaque année maintenant, a des étudiants à Vienne, si je ne me trompe pas. Et même cette année où il est en post-production de son dernier film, il essaye de jongler entre son emploi du temps d'enseignant et ses propres travaux de cinéaste. Donc il y a des gens comme ça où, sans être professeur, regardez tout le travail formidable que fait Tavernier, qui est une sorte de missionnaire du cinéma, allant volontiers à la rencontre justement des étudiants, des publics, avec une grande générosité. Des lycéens, il est venu à Charlieu. Des lycéens, des étudiants, des collégiens, et avec beaucoup d'enthousiasme, avec sa grande expérience de grand cinéaste, parce que la filmo de Tavernier, elle est quand même remarquable, et puis surtout avec sa connaissance, j'allais dire, encyclopédique du cinéma. Donc voilà, il y a des gens qui ont envie de partager, c'est bien. Est-ce que, là c'est quelque chose de peut-être plus technique, mais très souvent quand un réalisateur est un bon réalisateur, enfin en tout cas des films que vous sortez, même si peut-être que le dernier n'a pas eu à mon avis l'ouverture, parce que le dernier, pour moi il est de loin votre meilleur film, enfin celui qui m'emporte le plus et qui me donne le plus d'émotion. Mais pour moi aussi, puis après c'est le fait que certains films sont des échecs commerciaux quand ils sortent. L'histoire des cinémas en est pleine. Bien sûr, après, il y a des films qui finalement, malgré un échec ou un rejet, s'imposent comme des films. Je pense qu'il y aura une vraie vie. Voilà, donc on verra, mais c'est pas. Ce qui est important, c'est de faire. Ce qui est important, c'est de remonter en selle assez vite aussi quand on s'est pris une bonne baffe. Mais le pire pour moi, si vous voulez, ce serait de faire un film dont j'aurais honte, parce que c'est un matériau vivant, un film. On a une idée de ce qu'on veut faire, précise la plupart du temps, ou plus ou moins précise. Mais en même temps, c'est un matériau vivant qui vous emmène dans des endroits, dans des directions que vous ne maîtrisez pas. C'est ça qui est beau. Vous êtes dépassé par votre film, c'est toujours lui le plus fort. Mais si vous êtes dépassé dans le mauvais sens et que vous vous rendez compte à la fin, une fois que tout est fini, que merde, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Et puis c'est pas bon. Et puis c'est pas moi. Et puis c'est pas sincère. C'est pas vrai. Enfin, etc. Là, si je vis ça un jour, je le vivrai très mal. Vraiment très mal. Beaucoup plus mal qu'une grande claque d'un échec commercial où là, vous dites, c'est tout, pas de bol, c'était pas le moment, les gens veulent pas voir ça, ou, c'est tout, c'est pas de votre faute, enfin, c'est la faute à personne. Oui, bien sûr. Et donc justement, pour rebondir là-dessus, c'est comment est-ce que vous arrivez à concilier, disons, les envies de vos producteurs de cinéma et les envies de votre éditeur pour les romans, en disant, non, là, je consacre
sais pas, 2 ans de ma vie à faire un film, ou là je consacre cette année à écrire. Oui, alors ça se passe pas comme ça parce que moi j'ai toujours fait en sorte d'être un homme libre et ça depuis l'enfance. Hein, j'ai toujours choisi ce que je voulais faire. Euh, Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi. Ça demandait parfois des sacrifices, c'était parfois des sacrifices humains, matériels, des brouilles, des fâcheries, des moments de doute, mais j'ai jamais cédé. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Donc, quand j'ai envie d'écrire un roman, j'écris un roman. D'accord. Quand j'ai envie de faire un film, j'essaye de le faire. C'est plus compliqué parce qu'évidemment, il faut réunir le budget, Oui. il faut convaincre des tas de gens. C'est très dur de faire un film. Mais ça ne se pose jamais en ces termes-là. J'ai pas à m'excuser auprès d'un producteur ou D'accord. d'un éditeur ou alors demander une autorisation. Non, je mène ma barque comme je l'entends, à la réserve près que je vous disais, qu'on n'a pas toutes les manettes. Quand on fait un film, on peut avoir un désir très fort de cinéma et ne pas parvenir à monter un film. Oui, oui. Évidemment, l'histoire du cinéma, là aussi, est pleine de ces grands génies. Hein. Je prends simplement les génies. Regardez Wells, regardez Tati. Le nombre de films qui sont dans les cartons. Des gens qui, à un moment, ont eu les ailes coupées. Ils n'ont plus pu faire de films. Alors que, bien entendu, je cite volontairement de grands On peut cinéastes. reprendre quelqu'un rouennais qui vient de décéder, qui était Pierre Etex, et qui n'a plus pu tourner. J'allais vous en parler, Pierre Etex. D'autant que Pierre Etex, comment dirais-je, non seulement malheureusement ne pouvait plus tourner, mais en plus, vous le savez sans doute, pendant des années, ses films n'étaient même plus disponibles. On a là actuellement. Et ça, vous imaginez, vous avez fait des films et vous ne pouvez même plus les montrer, les diffuser, les faire éditer en DVD, etc. Ouais. C'est incroyable. Et là actuellement, nous on diffuse un immense entretien avec Pierre Etex et qu'on diffuse en petite partie pour que. Voilà, jusqu'à Noël pour que tout le monde aille acheter les coffrets Pierre Etex et découvre ce cinéma qui était vraiment très intéressant. Et un cinéma, alors en lui-même extrêmement intéressant et original, et qui a eu une influence énorme sur énormément de cinéastes. Ouais. Et c'est ça le drame, parce que c'est quand même un drame. Moi je trouve, je connaissais pas cet homme, mais je me dis merde, on est, alors qu'il en ait conscience ou pas, mais enfin c'était un grand cinéaste. Et soudain, on est en démocratie, mais en même temps, le régime démocrato-libéral dans lequel il était faisait en sorte, par tout un tas de réglementations, qu'il était comme s'il avait été dans un régime fasciste qui lui interdisait de diffuser son œuvre et de la posséder. C'est fou quand même. Ah oui, c'est fou. Et cet homme, du coup, il n'a pas eu ni le public mérité, ni l'influence qui aurait été encore plus grande. Vous voyez. Et franchement, humainement, c'est des situations sans doute qui étaient très difficiles à vivre. Ah oui, je pense que c'est. Et heureusement qu'il avait le cirque à côté pour mener sa passion. Mais oui, enfin, en tout cas, dans l'entretien, c'est ce qu'il explique. Le cirque, c'est quelqu'un, je crois, qui crayonnait, qui dessinait beaucoup aussi. Hein, et ça, c'est marrant de constater qu'il y a des très grands cinéastes qui partagent ça. Par exemple, Fellini était quelqu'un qui, à l'origine, était dessinateur. Et il en parle aussi parce qu'il a travaillé avec Fellini. Votre rapport à l'image, Philippe Claudel, alors pour ceux qui ont eu la chance de venir sous l'écran La Page, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Vous êtes quelqu'un, on l'a compris, enfin voilà, qui fait beaucoup de choses, que ce soit et dans l'enseignement, mais ne serait-ce que déjà être membre du prix Goncourt. Et en fait, vous arrivez à. Enfin, je pense que dans la rue, vous n'êtes pas tellement embêté, Philippe Claudel. Non, enfin, ça dépend des pays. Parce que je dis ça dépend des pays parce que en France je fais très attention depuis le début, depuis le début où j'ai publié en 99, petit auteur qui commençait, mais déjà très tôt j'ai eu le souci de ne pas paraître, c'est-à-dire de faire le moins de télé possible, le moins de photos possible. Il y a des gens que ça flatte ou qui aiment ça. Il y a très peu de photos de vous sur Internet. Je respecte ça, mais volontairement moi je suis plutôt dans une forme d'effacement ou de discrétion. Mais pour une raison simple, c'est que justement, j'ai envie de pouvoir marcher dans la rue sans être embêté. Il n'y a rien de pire que de. Enfin, moi, j'ai certains amis comédiens, notamment très populaires, qui ne peuvent pas faire 2 mètres sans qu'on leur tape sur l'épaule. Et je disais à Alain, justement, qui est devenu un grand copain, un grand ami, Gérard Jugnot, je dis, mais ça t'emmerde pas. Il me dit, arrête, j'ai fait ce métier pour ça. Donc Gérard, il adore ça qu'on le reconnaisse et tout. Et je comprends aussi, il est très malheureux à l'étranger quand personne ne le reconnaît. Oui. Donc, alors, je dis à l'étranger, il y a des pays où je suis pas embêté, mais un peu plus reconnu parce que je fais moins attention à l'étranger aux médias. Donc, je fais un peu tous les médias qu'on me demande de faire, qu'on me propose de faire, parce que je vis pas dans ces pays-là, donc il n'y a pas de risque pour moi. Mais voilà, c'est tout. Alors,
Alors, si vous parlez de mon image, c'est vrai qu'elle ne m'intéresse absolument pas. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire. Vous voyez, c'est d'être dans le faire. C'est de faire des livres, c'est de faire des films, c'est d'essayer, de créer. Et ça me rappelle le Louche. Le Louche, qui est un très grand cinéaste, encore une fois, c'est pareil. Claude, on attendrait qu'il soit mort pour dire ah là là, quel cinéaste, parce que la critique a tiré sur le Louche depuis qu'il fait des films. Quoi qu'un homme et une femme ressort remasterisé depuis mercredi, et en plus Jean-Luc Trintignant refait de la promo. Donc, et Anouk aussi, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Ils ont fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que Claude, il rappelle souvent cette anecdote d'un des premiers papiers sur son premier film. Il y avait un journaliste qui avait écrit Le Louche. Retenez bien ce nom parce que vous n'entendrez plus jamais parler. Donc c'était bon, dans le genre doigt dans l'œil jusqu'au cou, c'est pas mal. Mais ce que je voulais dire, c'est que Le Louche, il m'appelle le soir de la sortie d'une enfance. On sait très vite qu'un film ne marche pas avec les chiffres. Et il me dit écoute Philippe, lui il avait adoré le film il est formidable, j'adore ce film. Ne t'en fais pas, continue. On a tous eu des gamelles, c'est pas grave. Moi j'en ai eu plein, mais il faut tracer sa route. Et c'est vrai que ça paraît un conseil simple ou simpliste, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que, et j'en reviens à ce que je dis aux étudiants, soit on a envie de créer, soit on n'a pas envie. Et c'est pas ça qui doit vous empêcher de créer. C'est-à-dire qu'il faut créer, si on est animé par ça, il faut remonter en selle, il faut... personne, vous savez, c'est le mot d'Orson Welles, quiconque exerce ce métier stupide mérite ce qui lui arrive. Bon, on n'est pas obligé de faire des films. Si un moment on s'en prend plein la gueule de la part de la critique, du public, de l'économie du cinéma qui nous rejette, eh ben, c'est de notre faute. C'est nous qui avons voulu faire des films. Vous voyez, il faut être philosophe aussi par rapport à ça. Quels sont les artistes, et après je vais vous laisser partir Philippe Cadet, quels sont aujourd'hui les réalisateurs, ou des acteurs d'ailleurs, parce que je pense qu'on des fois on peut voir un film pour un acteur aussi, qui vous intéressent. Je sais pas, par exemple, moi, vous allez me dire si je suis assez juste, mais peut-être une Emmanuel Berco par exemple, je me suis dit, tiens, non, pas du tout, non, pardon. Non, je suis désolé, je ne connais pas Emmanuel Berco, puis je respecte toutes les formes de cinéma, mais c'est vraiment pas un cinéma dont je me sens proche, pas du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je ne connais pas tout son travail, mais par exemple le film La tête haute, qui quelque part avait La tête haute et une enfance avaient des points de jonction, puisqu'on parlait de... Bien sûr, alors elle prenait un héros qui était un peu plus âgé. Oui. Le mien c'était vraiment une enfance, elle était plus dans une adolescence difficile. Mais et je respecte beaucoup ce film, ce que je veux dire, c'est pas du tout une sorte de critique un peu... hautaine, aigrie, méchante, jalouse, ou quoi que ce soit, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de succès, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là, La tête haute, c'est tout ce que je ne voulais pas faire moi. Je m'explique. Je voulais être au plus près de mes personnages et les proposer tels quels au public, dans une forme, pour parler vite, de cinéma réaliste. Et dans ce cas-là, ce qui m'importait, c'était d'avoir un non-casting. C'est-à-dire d'utiliser des gens pour leur talent véritable et surtout pas pour leur notoriété. Donc j'ai tout fait pour avoir des visages que le public ne connaissait pas, pour qu'il y ait un effet réel. Vous voyez, c'est ça qui m'intéressait. Or, dans La tête haute, que j'ai vu longtemps après, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'est-ce qui m'arrête, moi, dans ma démarche de cinéaste et de spectateur par rapport à ce genre de film? C'est qu'à un moment, je vois Catherine Deneuve, donc je n'y crois pas. Je vois Benoît Magimel, donc je n'y crois pas. Je vois Sarah Forestier, je n'y crois pas. Non, voilà. Donc moi, j'ai pris une grande part de non-professionnels, qui étaient des gens qui habitaient dans la ville où je tournais, plus des professionnels absolument inconnus, ou en tout cas le seul qui était un peu connu, parce qu'il y a eu un film avant, mais qui était un film de niche quand même, L'inconnu du lac, c'était Pierre Deladonchamp, mais qui est physiquement transformé dans le film, les gens ne le connaissent pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie que vous réagissiez. J'arrive pas. De la même façon, vous auriez pu me dire par exemple qu'est-ce que vous pensez, ou je vous trouve proche dans l'esprit, vous devez aimer le film avec Vincent Lindon qui est sorti la même année, La loi du marché. La loi du marché, eh bien pour la même raison, c'est un film dans lequel je ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je vois Vincent Lindon. Je vois Vincent Lindon qui joue très bien, c'est un bon acteur, mais qui joue un vigile, donc je n'y crois pas une seule seconde. Et donc je suis ailleurs. C'est pour ça que j'ai expliqué au public ici,
Il y a des désirs de cinéma parfois qui me portent vers les castings et l'effet cinéma, comme Bien dans sûr. Avant l'hiver, où je prends volontairement Daniel Auteuil, Christine Scott-Thomas, Richard Berry, Leila Bekti, où je prends un format qui est le format cinéma, qui est le scope, qui nous met d'emblée dans cette magie du cinéma, et je travaille sur ces codes-là. Ouais. Mais dans un projet comme Une enfance, c'est tout le contraire que je veux faire. Une caméra qui s'oublie, un format neutre comme le 1,85, des acteurs au visage de Monsieur Tout-le-Monde, et cette réalité que j'essaye de saisir et de proposer telle qu'elle. Mais c'est ce qui rend aussi le film insupportable. Ce qui explique sans doute en partie son rejet d'une partie du public qui ne veut pas se voir. Bien sûr. Par contre, un sujet difficile, l'adolescence difficile, avec la médiation d'une Catherine Deneuve, d'un Benoît Magimel, d'une Sarah Forestier, ça c'est acceptable. Exactement. Parce que le spectateur voit du pseudo-vrai, mais avec une intercession d'acteurs qui lui permet de dire Avec quand des même moments qu'il de est au pause, en cinéma. fait, voilà, Il est au cinéma. Ouais, complètement. Et alors, quels sont les auteurs? Les Dardenne? Les premiers Dardenne. Ouais, Je dois dire, complètement. c'est des cinéastes que je respecte beaucoup. Je suis un peu déçu par les derniers films, notamment le dernier et l'avant-dernier, qui me touchent moins, vraiment. Mais encore une fois, pour les mêmes raisons, Ouais, c'est ce que d'ailleurs. j'allais dire. C'est-à-dire c'est que pour ça, c'était- les Dardennes, quand ils tournent au début avec des inconnus pour nous, que ce soit Jérémy Régnier, Émilie Duquesne. Émilie Duquesne, Jérémy Régnier, Olivier Olivier Gourmet. Gourmet, hein, que nous ne connaissons pas, il y a un effet de réel, d'une puissance incroyable, et ça donne des films d'une force. Ça donne Rosetta, ça donne Le Fils, enfin, etc. Bon, les premiers Dardennes d'une puissance incroyable. Quand ils se mettent à utiliser Marion Cotillard ou Cécile de France aussi, Cécile juste de avant. France, et puis Adèle Adèle Haenel. Haenel, là, voilà, je n'arrive plus à rentrer dans le protocole, je ne l'accepte plus. Mais moi, j'ai une passion pour le cinéma anglo-saxon. Enfin, Ken Loach a fait des très grands films. J'ai pas vu le dernier encore. Mais les cinémas de Ken Loach, les cinémas de Mike Leigh, vous avez une épaisseur humaine qui tient aussi au fait qu'il utilise des acteurs qui sont la plupart du temps Exactement. complètement inconnus du public français. Donc je marche à fond dans ce type de cinéma. Moi j'ai une passion sans borne pour le cinéma italien, quelles que soient les périodes. Et Moretti est un cinéaste qui m'intéresse énormément, même si le dernier, curieusement que j'ai regardé une demi-heure à l'hôtel hier matin parce qu'il repassait sur une D'accord. chaîne. Je comprends pas Mia Madre, c'est-à-dire que c'est un film qu'il a déjà fait plein de fois. Voilà. C'est tout ce qu'on a expliqué à la radio. C'est vrai, bah ouais, oui, ouais, mais c'est- écoutez, et encore une fois, à Moretti. Mais merci parce que ça a été très peu dit et au début, nous, beaucoup de gens nous sont tombés dessus parce qu'on disait ça. Donc je suis Ah très oui, non, content. non, j'assume complètement. Je trouve que moi, quand je l'ai vu à Cannes ou je sais plus où, enfin, j'étais très déçu, vraiment très déçu, parce que je me suis dit, mais mon cher Nani, moi je le connais un tout petit peu. Hein, il m'avait invité dans son cinéma pour faire l'avant-première italienne il y a longtemps que je t'aime, et puis on avait passé une belle soirée ensemble. Et encore une fois, c'est un cinéaste que j'adore. Mais là, je me suis dit, zut, Mia Madre, il l'a fait déjà. Il l'a fait plusieurs fois, en beaucoup mieux. Complètement. Et en plus, voilà, donc je connaissais son rapport à sa mère, parce qu'il m'avait présenté sa mère, la vraie maman italienne, et le vrai rapport qu'un Italien puisse avoir avec sa mère. Et j'ai pas compris ce film. Je trouve que j'attends le prochain avec impatience. Mais Moretti, c'est des films quand même que je me repasse très souvent. Cette grande liberté qu'il a eue dans la messe est finie, dans Palombella Rossa, dans celui qu'il a fait connaître au grand public, Journal intime, ou des films comme April, et qui sont des espèces de carnets intimes, des notes personnelles et en même temps des déclarations d'amour au cinéma. Ça me touche énormément. Et il ne se passe pas plusieurs mois sans que je me repasse un film de Nani, quoi. Et un cinéaste dont j'admire la puissance, l'inventivité, la virtuosité dans le domaine italien, c'est Sorrentino, qui curieusement se fait descendre en France pour à mon avis, mauvaises raisons. Je trouve que La Grande Bellezza, c'est un chef-d'œuvre. Vous avez vu sa série? Non, The Young Pop, Ouais. non, j'ai pas vu. Mais La Grande Bellezza, c'est un film, et c'est la première fois que ça m'arrive depuis Citizen Kane, que j'ai vu 10 fois, je crois. Mais c'est un film qui me touche. C'est-à-dire que on peut reprocher à Sorrentino d'être trop virtuose, donc de parfois dans certains films, gratuitement de faire un peu le malin avec sa C'est un caméra. petit peu le cas dans The Young Pop, par exemple. Alors, par contre, dans La Grande Bellezza, il y a une sorte d'équilibre parfait entre le sujet, l'interprétation, la réalisation, les thématiques, enfin la puissance
c'est fabuleux. Moi, j'avais été très frappé par le Gomorra de Matteo Garrone, le film, et la série d'ailleurs, qui n'est pas de Garrone, enfin, mais la série télé est vachement bien fichue aussi. Bon, voilà, il y a des... La série télé, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Eh ben, je travaille en ce moment sur une série. Très bien. C'est un producteur qui est venu me chercher il y a 2 ans pour me convaincre d'adapter très très librement. Donc c'est pas vraiment une adaptation, de m'inspirer de mon expérience de prison que j'avais résumée dans un... J'ai travaillé 12 ans en prison. D'accord. Que j'avais écrite dans un livre qui s'appelle Le bruit des trousseaux. Et ce producteur de télévision est venu me trouver, Stéphane Strano, en me disant Philippe, vous pouvez, je suis sûr, j'ai envie de faire avec vous une série télé sur la prison. Et moi, pendant des mois, je lui ai dit non. Pour une simple raison, c'est que je lui disais, Stéphane, la prison, tout ce que j'en vois au cinéma ou à la télévision, je ne la reconnais jamais. C'est toujours caricatural. Même quand c'est fait par des metteurs en scène très talentueux, comme quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, Jacques Audiard, en fait, c'est un grand film de cinéma, mais c'est pas la prison. C'est une caricature de prison. Il ne faut pas prendre ça comme un documentaire. Donc, je disais à ce producteur, ça m'intéresse de travailler sur l'élaboration d'une série à partir du moment où une chaîne voudrait me laisser carte blanche pour faire une série réaliste. D'accord. Mais ça, je dis, personne n'en voudra. Or, on a fait un dossier et France 2 l'a sélectionné parmi une centaine au mois de janvier. Et donc là, je viens de terminer l'écriture de l'épisode numéro 1. D'accord. Qu'on est en train de proposer à la chaîne, parce que c'est tout ça, et c'est des étages de fusée, vous voyez. Donc après, vous seriez en showrunner ou vous réaliseriez aussi Ouais, non, je réaliserai, je pense. Ça dépend après d'un autre projet cinéma que j'ai, voir un peu s'il y a un embouteillage ou au contraire un grand vide. Mais on n'en est pas là, c'est-à-dire que la validation des chaînes est très longue, ils peuvent toujours dire non à un certain moment, arrêter avant que ça commence, mais a priori, ils sont très très passionnés. Et ce qui m'intéresse, c'est d'entrer en prison comme vous et moi pourrions y entrer. Parce qu'on peut tous y aller un jour, ça on s'en doute pas. Je ne le souhaite à personne, bien sûr, et de montrer la réalité du monde carcéral, à la fois vu par des détenus, mais aussi beaucoup par des surveillants, puisque le personnage principal serait un jeune surveillant. D'accord. Alors je rebondis juste, après vous n'allez pas m'expliquer plus la série, mais là je trouve que c'est intéressant d'en parler par rapport à tous les arcs que vous manipulez et là d'attaquer la série. Est-ce que, bon, là vous venez d'écrire le premier épisode, mais est-ce que dans votre tête c'est une série qui a une fin ou est-ce que vous vous laissez l'ouverture totale pour l'écriture? Pour l'instant, elle est contractualisée de façon à faire ce qu'on appelle une mini-série, c'est-à-dire 6 épisodes de 52. Le producteur et moi-même, c'est vrai, on est convaincu qu'il y a matière à beaucoup plus, si jamais un intérêt se développe. Bien sûr. Mais déjà 6 x 52, c'est long. Ça permet vraiment d'explorer quand même un monde de façon beaucoup plus fouillée dans un long métrage. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la série devient le grand laboratoire de cinéma, et que le cinéma singe un peu la série, voire même dans son format. Regardez le nombre de films qui s'allongent, comme si les metteurs en scène ne pouvaient plus tenir une histoire dans 1h30, 1h45. Moi je rappelle toujours l'exemple d'un metteur en scène comme Sauté que j'adore, Les choses de la vie, je crois de mémoire ça doit être 1h28, ou en tout cas 1h30. C'est un film d'une compacité énorme où il y a quantité de choses et dans un format tout à fait traditionnel. Donc on voit bien comment depuis on va dire 20 ans il y a un engouement pour la série qui devient presque dément. C'est-à-dire que et moi-même je suis un consommateur, alors pas frénétique mais quand même je consomme des séries, je ne regarde pas la télé, je les achète en DVD parce que je me fais plutôt des marathons. Et c'est vrai que alors si on y met les moyens, et j'insiste là-dessus parce qu'il faut que les chaînes françaises, parce qu'elles veulent de plus en plus créer des séries de qualité, mais on n'a pas de qualité quand même sans un minimum d'argent et un minimum de temps. Parce que le problème aussi, c'est que vous voyez, on parle de ce projet là 6 x 52, on aurait à peu près, allez, on va dire 10 jours de tournage pour un 52 minutes. C'est très 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 court par rapport à un long métrage. Même quand on essaye de tourner vite un long métrage, on n'est pas sur ces données-là. Ce qui explique aussi ce que je disais tout à l'heure techniquement, l'utilisation du Steadicam et l'utilisation de 2 caméras en même temps qui empêche quand même aussi d'explorer toutes les directions et tous les angles d'un plateau. On le voit souvent en série télé, pour une raison simple, c'est qu'il faut aller vite. C'est ça, c'est faire du rush très vite. Allez, une dernière question et après je vous laisse partir, qui n'a presque rien à voir mais un petit peu quand même. Vous êtes classé combien au tennis, Philippe Claudel? Oui, vous me demandez ça parce que j'avais endossé le rôle de l'entraîneur de tennis. Et puis c'est récurrent le tennis quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, curieusement, c'est vrai. Le tennis.
Non, c'est un sport que j'adore, c'est un sport je suis très proche, une enfance assez autobiographique, donc ce petit gamin qui tourne autour des cours de tennis, qui aimerait bien jouer, mais qui a ni les moyens, l'audace de demander à jouer. C'est un peu moi quand j'étais petit, et donc c'était assez rigolo de jouer l'entraîneur Bien sûr. qui s'intéresse à lui. Et dans Avant l'hiver, Et dans Avant le film l'hiver, se résume presque ouais, c'est dans... l'affrontement. C'est Hein. ça. Alors moi j'adore jouer, je joue beaucoup avec ma fille qui elle joue bien, joue très bien même. Mais moi, j'ai jamais ni le talent ni la compétence pour prétendre faire des matchs en compétition, donc j'ai jamais été classé. Et par contre, le sport a une grande importance dans ma vie, mais c'est plus des sports extrêmes, un peu dans l'effort. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pas mal de triathlon à un moment, et puis surtout beaucoup d'alpinisme. Et j'aime ça, ces efforts longs, solitaires, et le vélo aussi. Plus les conditions sont épouvantables, plus je fais du vélo. Enfin, donc quand il pleut à Sceaux, qui fait 2 degrés, comme il faisait dans ma région il y a 10 jours, j'étais censé en train de faire 50-60 bornes. Mais Sur route. Ouais, sur route, ouais. Mais il y a un côté. On peut trouver l'aventure dans des endroits où après, a priori, elle se niche pas. On n'est pas tous obligés de faire le Vendée Globe. Vous voyez, Exactement. vous faites 50 bornes de vélo sous une pluie battante avec 2 degrés. Vous êtes dans une forme d'extrémité qui vous apprend beaucoup sur vous-même et sur la résistance au froid, l'effort. Et j'aime bien ce genre de pari absolument débile. Mais je comprends parce que ça m'arrive aussi. Pas à 2 degrés, mais je suis jamais descendu en dessous de 5. Mais allez, là cette fois-ci c'est vraiment la dernière, mais en plus elle peut être très longue. Comment on choisit un titre, que ce soit pour un roman, pour un film? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pose pas souvent. Moi, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante pour moi dans le processus d'écriture et de création. Je n'ai jamais de mémoire commencé un livre ou un scénario sans avoir le titre. C'est, enfin, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que, et je fais très très attention à ça, très attention. J'ai rarement des, j'essaye de réfléchir en même temps de me poser la question. Je crois que j'ai jamais eu de titre de travail. Euh, Sur les films, en tout cas, ils sont toujours dans ma tête appelés comme ça, dès le début, dès le premier mot. Les romans, c'est quasiment la même chose aussi, avec des petites variations. Mais j'ai fait un roman qui s'appelle Le rapport de Brodeck. Pendant, je l'ai dit, je crois, à un public ici, pendant peut-être un jour ou deux, j'avais peut-être écrit un fichier qui s'appelait La confession de Brodeck. Mais très vite, après quelques lignes ou quelques pages, je me suis dit non, c'est le rapport de Brodeck. Donc c'est vraiment immédiat et il faut qu'il y ait une sorte de résonance. Mais Enfin, le titre, c'est à la fois un résumé de ce qui va se produire et en même temps, c'est le premier contact que le public, spectateur ou lecteur, va avoir avec l'œuvre. et la première image c'est l'affiche. Ah, l'affiche, non. L'affiche, c'est très Non. compliqué. L'affiche, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué, les affiches de cinéma. Oui. Mais Euh, les vôtres sont travaillés quand même. oui, Une mais, enfance, non, mais tout il est, tout est travaillé. C'est-à-dire que c'est un plan. ouais, c'est un plan qui est un petit peu retravaillé parce que en arrière-plan, on voit l'usine. En fait, dans le plan, elle n'est pas présente parce qu'elle est plus sur la droite, donc on la refait bouger. Mais c'est pas mon affiche préférée en fait. Moi, j'en avais une autre, mais je fais confiance aux gens avec qui je travaille, dont c'est les métiers, la distribution. Et j'avais une autre affiche qui me plaisait beaucoup plus, où c'était un photogramme également, où on voyait les deux gamins faire du vélo. Le petit était debout derrière, le grand qui pédalait dans cette nature éblouissante, après le passage sur l'île, quand il se promène les pieds dans l'eau. Donc il y avait un mouvement de vitesse, c'est-à-dire que le point était fait sur les deux gamins à vélo, le décor derrière d'arbres de rivière était flou, il y avait une espèce de poudroiement solaire, une espèce d'atmosphère lumineuse de nature et de joie. Il y avait un mouvement. Et c'était celle-là ma préférée. Effectivement, Alors, elle est très différente. elle est très différente. D'un enfant de dos assis. Elle est très différente, mais pour moi, c'est un film solaire quand même. C'est un film dur et doux, comme je l'ai dit. Et alors, autour de moi, dans la maison de production et distribution, certains disaient qu'elle est banale, celle-là. Parce que l'autre dont je vous parle, trop banale. Et puis tu oublies que tu as fait un film, le deuxième, Tous les soleils, où on voyait l'affiche, c'était le type en soleil avec sa fille derrière. J'ai accepté ces arguments et puis préféré l'autre. Je pense que j'ai fait une erreur. Je vous rassure tout de suite, ou je vous rassure pas, c'est pas ça qui aurait changé la carrière du film. C'est pas une affiche qui. Mais tout de même, j'ai fait 2 erreurs, celle-là. Et la deuxième erreur, c'est la bande-annonce. C'est moi qui l'ai faite avec ma monteuse.
On a fait volontairement une bande-annonce, film-annonce très péchu, très dur. J'ai pas vu la bande-annonce. Et ben, vous regarderez, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas du tout eu envie de voir le film. Alors là, c'est pareil, ça explique pas, mais ça a dû éloigner quand même un certain nombre de personnes. J'ai orienté trop la bande-annonce vers un côté dur, cogneur, qui existe dans le film, mais il n'y a pas que ça. C'est toujours très compliqué, ça. C'est des choses, des affiches. L'affiche d'avant l'hiver, c'est pareil, c'est pas. Je la trouve pas extraordinaire. Moi, je la trouve pas avenante avant l'hiver. Non. Puis en plus, c'est des couleurs qui sont travaillées, qui sont pas les couleurs du film. Complètement. C'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez Mais là aussi, on subit des pressions. Et je cède souvent à ces pressions-là, qui sont des pressions de la distribution et de la publicité, qui sont censés connaître leur métier. En fait, on ne sait pas pourquoi les gens vont voir des films, on n'y va pas. La grande leçon de modestie, c'est ça. Mais j'ai plutôt tendance quand même à les laisser faire, parce que moi non plus, j'ai pas de vérité, vous voyez. Donc c'est proposer autre chose qui serait pas forcément opérant. Bon, voilà. En même temps, ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne vais jamais au cinéma. Je ne suis jamais allé au cinéma grâce à une affiche ou grâce à une bande-annonce. Et je n'ai jamais été dégoûté d'un film par une bande-annonce ou par une affiche. Donc je ne suis pas la bonne... Peut-être qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui vont attirer par une affiche ou une bande-annonce. Moi, c'est pas mon cas. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Claudel. Merci à vous. Bon courage pour cette série, et en espérant qu'elle voit le jour. On croise les doigts, on verra. Si elle voit le jour, ce sera avec plaisir qu'on vous rappellera alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.